Dans la nuit du 3 novembre 1858, au domaine de Valombre, dans le département de la Dordogne, un homme asservi de 36 ans, nommé Mathieu Lenoir, a transformé 9 loups sauvages en instruments de justice et a orchestré l'un des massacres les plus terrifiants de l'histoire de l'oppression en France. 8 personnes sont mortes cette nuit-là, dont le propriétaire du domaine, Jérôme de Villefort, sa femme Constance, 5 régisseurs brutaux et le traqueur d'hommes le plus redouté du Périgord, tous déchiquetés par des loups qui n'obéissaient qu'à des sifflements dont seul Mathieu connaissait les motifs. L'élite locale a appelé cela une attaque de meute sauvage. Les asservis connaissaient la vérité. Ces loups n'étaient pas sauvages, ils étaient des soldats, et Mathieu Lenoir était leur général. Mais cette histoire n'a pas commencé cette nuit sanglante de novembre. Elle a commencé 2 ans et demi plus tôt, en avril 1856, lorsque Jérôme de Villefort a vendu les 3 enfants de Mathieu, Marguerite, 12 ans, Jean, 9 ans, et le petit Étienne, 6 ans, à 3 acheteurs différents dans 3 régions distinctes, séparant une famille pour toujours parce que ces gens se reproduisent trop et font baisser la valeur marchande. Mathieu a supplié à genoux, a proposé de travailler double, a offert sa propre vie en échange. Villefort lui a ri au nez et a ordonné au régisseur de donner à Mathieu 100 coups de fouet pour lui enseigner la soumission. Cette nuit-là, après la flagellation, alors que Mathieu gisait semi-conscient sur le sol de terre battu de sa cabane, quelque chose est mort en lui. Pas sa volonté, mais son humanité envers les oppresseurs. Il a décidé que si les maîtres pouvaient traiter les gens comme des animaux, alors les animaux traiteraient les maîtres comme des proies. Pendant 2 ans et demi, Mathieu Lenoir, qui avait grandi dans les Pyrénées avant d'être capturé à 18 ans et qui connaissait intimement les loups, a commencé à planifier la vengeance la plus inhabituelle jamais documentée. Il ne forgerait pas d'armes, n'empoisonnerait pas la nourriture, ne brûlerait pas de bâtiments. Il recruterait des prédateurs, des loups gris des forêts françaises, et leur apprendrait à chasser les hommes sur commande. Dans la nuit du 3 novembre 1858, au domaine de Valombre, 9 loups gris ont émergé de la forêt comme des fantômes faits chair, leurs yeux reflétant la lumière de la lune, alors qu'ils se déplaçaient en formation parfaite vers la maison de maître. Chaque animal pesait entre 40 et 60 kilos de purs muscles et de crocs. Chacun avait été entraîné pendant 30 mois par un homme qui comprenait que lorsque la loi refuse la justice, la nature offre des alternatives. Chacun répondait à des sifflements dont les motifs étaient si complexes qu'ils ressemblaient à des chants d'oiseaux pour des oreilles non exercées. Mais ce n'étaient pas des oiseaux qui chantaient. C'était le langage de la vengeance, parlé dans des fréquences qui poussaient les prédateurs à chasser et les proies à fuir. Et ce soir, les proies portaient des costumes coûteux et tenaient des cravaches encore humides du sang des flagellations de l'après-midi. Ce soir, l'ordre naturel que la suprématie des maîtres avait inversé serait corrigé. Ce soir, les loups se souviendraient de ce que les humains avaient oublié, qu'aucune espèce ne possède cette terre, que la dominance est temporaire, que chaque empire bâti sur la cruauté finit par nourrir les bêtes mêmes qu'il a tenté de dompter. Mathieu Lenoir se tenait à la lisière du champ, à peine visible dans l'obscurité, ses doigts pressés contre ses lèvres alors qu'il émettait le premier sifflet. 3 rafales courtes, une longue, 2 courtes, formation d'attaque. Les loups se sont séparés en 3 groupes instantanément, 3 sur le flanc gauche, 3 sur le flanc droit, 3 au centre. Une précision militaire apprise au cours d'innombrables nuits d'entraînement dans les montagnes où aucun régisseur ne s'aventurait jamais. Il a émis le 2e sifflet, 4 notes longues descendantes, identifié les cibles. Les têtes des loups se sont tournées à l'unisson vers la grande maison où la lumière des lampes s'échappait des fenêtres et où les bruits de rire flottaient sur la pelouse. Le maître Jérôme de Villefort organisait son rassemblement mensuel de propriétaires et de régisseurs, une célébration d'une autre récolte réussie, bâtie sur des corps brisés et du travail volé. Il buvait du cognac âgé de 12 ans, plus vieux que ce que le plus jeune fils de Mathieu ne pourrait jamais devenir.
Il fumait des cigares qui coûtaient plus cher que la ration alimentaire annuelle d'un asservi. Il planifiait l'expansion de la saison suivante, calculant combien d'humains supplémentaires il pourrait acheter, discutant de stratégies d'élevage comme si Mathieu et sa femme Adélaïde étaient du bétail, au lieu de personnes qui s'aimaient, qui avaient construit une famille malgré les chaînes, qui avaient rêvé de liberté. Mathieu se souvenait de chaque détail du jour où Villefort avait détruit son monde. Le 7 avril 1856, un mardi. Le ciel était d'un bleu sans nuages, d'une beauté moqueuse. 3 marchands étaient arrivés à l'aube dans des charrettes séparées, chacun spécialisé dans des marchés différents. Le premier homme, Lambert Grimbert de Bordeaux, achetait des bras pour les vignobles. Il a pris Marguerite, 12 ans, les yeux de sa mère, l'entêtement de son père. Elle s'est battue. Elle a griffé le visage de Grimbert assez fort pour faire couler le sang. Il a ri et a dit qu'elle avait du tempérament, qu'elle rapporterait un bon prix une fois qu'il l'aurait brisée correctement. La phrase « la briser correctement » résonnait dans le crâne de Mathieu, même maintenant, 30 mois plus tard, un cri constant qu'il ne pouvait faire taire. Le deuxième homme, Honoré de Noirbois, spécialisé dans les domestiques de maison pour les riches propriétaires au goût particulier. Il a pris Jean, 9 ans, le fils de Mathieu, son garçon, qui aimait sculpter des animaux dans le bois, qui pouvait identifier chaque oiseau par son chant, qui posait des questions sur tout, qui croyait encore que le monde avait un sens. Noirbois a regardé Jean avec des yeux qui ont glacé le sang de Mathieu, des yeux qui voyaient un enfant comme un investissement qui deviendrait rentable dans 3 ou 4 ans. Mathieu avait hurlé, brisé le silence qu'il avait maintenu pendant 2 ans de soumission stratégique, supplié Villefort, offert n'importe quoi, tout, sa propre vie. Prenez-moi à sa place, tuez-moi, mais laissez mes enfants. S'il vous plaît, mon Dieu, s'il vous plaît. Villefort avait souri, réellement souri. Il a dit « Tes enfants ne sont pas des enfants, Mathieu, ce sont des actifs. Et les actifs se vendent quand ils ne sont pas performants. Toi et Adélaïde avez eu trop de bébés. Vous baissez la valeur par tête de ma propriété. Il est temps de liquider l'inventaire excédentaire et d'optimiser mes avoirs. » Il avait utilisé ces mots exacts, liquider, optimiser les avoirs. 3 êtres humains réduits à une terminologie comptable. 3 vies effacées par un vocabulaire d'affaires. Marguerite vers Bordeaux, Jean vers la ville, et le petit Étienne, seulement 6 ans, qui mouillait encore son lit parfois, qui avait peur du tonnerre, qui tenait la main de Mathieu chaque nuit jusqu'à ce qu'il s'endorme. Étienne est parti vers un domaine en Touraine, avec un homme nommé Corneille Valois, qui se vantait de n'avoir jamais perdu un enfant travailleur par maladie ou évasion, parce qu'il les faisait travailler dur, mais les nourrissait convenablement, les gardait assez sains pour être rentables. Étienne avait regardé en arrière, alors que la charrette s'éloignait, avait croisé le regard de Mathieu une dernière fois, n'avait pas pleuré, à 6 ans, et comprenait déjà que pleurer était une faiblesse, que la faiblesse invitait la punition, que la survie signifiait avaler le chagrin et présenter une obéissance vide. Ce dernier regard a brisé quelque chose en Mathieu que 30 mois n'avaient pas réparé. Quelque chose de fondamental sur sa volonté de rester humain dans un système conçu pour dépouiller l'humanité de l'esclave comme du maître. S'il pouvait voler ses enfants, si la loi protégeait ce vol, si Dieu permettait une telle horreur, alors Mathieu le Noir deviendrait quelque chose qui n'avait pas besoin de la protection de Dieu ou de la loi. Il deviendrait la nature elle-même, brute, immorale, prédateur alpha efficace, habillé d'une peau humaine. Après qu'ils eurent pris ses enfants, après que Villefort eut ordonné 100 coups de fouet pour l'impertinence de Mathieu à supplier, après qu'Adélaïde eut tenu Mathieu toute la nuit pendant qu'il saignait, tremblait et pleurait, Mathieu a pris une décision. La vengeance viendrait. Pas immédiatement, pas de manière irréfléchie, pas d'une manière qui sacrifierait d'autres asservis à son chagrin, mais elle viendrait. Et elle serait si terrible, si complète, si sans précédent que chaque propriétaire du Périgord entendrait l'histoire et dormirait plus mal pour le reste de sa vie. Il a commencé à planifier dès le lendemain,
alors même que son dos hurlait sous les blessures infectées. Il connaissait intimement les forêts et les montagnes depuis sa jeunesse, savait où les loups nichaient, connaissait leurs motifs, leur structure sociale, leurs méthodes de communication. Son grand-père avait été un montagnard, lui avait appris sur les animaux des choses que les Blancs rejetaient comme de la superstition, mais qui étaient en réalité des connaissances anciennes encodées dans des générations d'observation. On pouvait communiquer avec les loups, pas les domestiquer comme des chiens. Les loups étaient trop intelligents, trop fiers, trop sauvages pour cela, mais on pouvait communiquer avec eux, les respecter, s'associer à eux. Si vous les approchiez correctement, avec patience et compréhension de la hiérarchie de la meute, ils travailleraient avec vous plutôt que contre vous, non pas comme des serviteurs, mais comme des alliés. Mathieu a commencé à voler de la nourriture, de petites quantités qui ne seraient pas remarquées, des restes de la cuisine où il travaillait parfois, des os d'animaux abattus, des abats que les Blancs ne mangeraient pas. Il les cachait soigneusement, constituant des réserves. Puis il a commencé à faire des voyages nocturnes dans les bois. Le domaine de Valombre bordait la forêt dense. Mathieu connaissait ces terres, y avait vécu jusqu'à l'âge de 18 ans quand des traqueurs avaient razzié sa communauté et l'avaient traîné en servitude. Il connaissait les grottes, les ruisseaux, les pistes de gibier, savait où les loups chassaient. Il a fallu 3 mois d'observation patiente avant qu'il ne localise la meute. Un groupe familial de 11 loups mené par un mâle gris massif que Mathieu estimait à 70 kilos. L'alpha était balafré sur le museau à cause d'un vieux combat. Il lui manquait une partie de l'oreille gauche, mais il se déplaçait avec une confiance absolue. Sa compagne était plus petite, mais plus rapide, plus agile, clairement la principale chasseuse de la meute. Ils avaient 9 loups subordonnés de différents âges. Mathieu les a observés pendant des semaines, apprenant leurs motifs, leur hiérarchie, leur communication. Les loups parlaient par le langage corporel, les vocalisations, le marquage olfactif. Ils étaient plus sophistiqués que ce que la plupart des humains réalisaient, plus loyaux, plus honorables. Une meute de loups était une famille. Ils s'occupaient des louveteaux collectivement, protégeaient les membres blessés, partageaient les proies selon les besoins, plutôt que par avidité. Ils étaient, réalisa Mathieu avec une ironie amère, plus civilisés que les hommes chrétiens qui revendiquaient la supériorité sur toute la création. Il a commencé la relation lentement, a laissé des offrandes de viande à la lisière de leur territoire, ne s'est jamais approché trop près, les a laissés venir enquêter selon leurs propres termes. La première nuit où ils ont pris son offrande, Mathieu a senti quelque chose basculer. Pas de l'espoir, exactement. L'espoir était pour les gens qui croyaient encore à la justice par les voies officielles. C'était quelque chose de plus vieux, quelque chose qui précédait la civilisation et ses fausses promesses. C'était le contrat original entre les humains et la nature. Respect donné, respect rendu, alliance forgée non par la dominance, mais par le bénéfice mutuel. Au fil des mois, il a progressivement réduit la distance, a rapproché les offrandes de l'endroit où il se tenait, les a laissés le voir. Les a laissés associer son odeur à la nourriture, à la sécurité, à quelque chose d'autre qu'une menace. Les loups étaient assez intelligents pour comprendre les nuances. Assez malin pour reconnaître les humains individuellement plutôt que de voir tous les humains comme une menace uniforme. La meute a appris à distinguer Mathieu des autres humains, a appris son odeur particulière, ses mouvements, sa présence. Au 5e mois, il tolérait qu'il s'assoie à 10 mètres pendant qu'il mangeait. Au 7e mois, 6 mètres. Au 9e mois, le mâle alpha s'est approché de lui directement pour la première fois, a reniflé sa main tendue et s'est éloigné sans agressivité. Mathieu a pleuré cette nuit-là, non pas de joie, mais à cause de la réalisation écrasante que les loups lui montraient plus de respect en 9 mois que les blancs ne lui en avaient montré en 18 ans de servitude. Un animal sauvage le traitait avec plus de dignité que la civilisation chrétienne ne l'avait jamais fait. L'entraînement a commencé sérieusement après cette première acceptation. Mathieu n'essayait pas de les domestiquer. La domestication brisait l'esprit, transformait les loups en chiens, effaçait ce qui les rendait magnifiques.
Il construisait un partenariat, enseignait un langage, établissait des protocoles de communication. Il a commencé par des associations simples. Des sifflets spécifiques signifiaient la nourriture. Différents sifflets signifiaient le danger, signifiaient la retraite, signifiaient approcher. Les loups étaient des apprenants brillants. En 3 mois, ils répondaient de manière fiable aux commandes de base. Au mois 15, Mathieu avait développé un vocabulaire de 23 motifs de sifflets distincts, chacun communiquant quelque chose de différent. Au mois 20, les loups pouvaient exécuter des formations complexes, coordonner des attaques sur des cerfs, répondre à des commandes directionnelles. Ils lui faisaient entièrement confiance, suivaient son exemple, non pas parce qu'ils étaient des serviteurs, mais parce qu'ils s'étaient montrés dignes d'être suivis. Il ne les a jamais fouettés, ne les a jamais punis, a seulement récompensé les bonnes réponses et ignoré les erreurs, les a traités avec la dignité que les Blancs lui refusaient. Et ils ont répondu avec une loyauté qui faisait honte à chaque maître qui prétendait que les Noirs étaient incapables d'un raisonnement supérieur. Mais Mathieu ne formait pas des compagnons de chasse, il formait des armes. Les armes exigeaient un conditionnement spécifique. Il a commencé à introduire les loups à des odeurs particulières. Le cognac, le tabac, le cuir fin, les parfums importés, les odeurs qui collaient aux riches hommes blancs. Il volait de petits objets, un mouchoir de la poche de Villefort, un gant d'équitation laissé à l'écurie, un foulard en soie de la maîtresse Constance, et laissait les loups enquêter tout en retenant la nourriture. Créer une association. Ces odeurs signifiaient que la nourriture arrivait. Puis il est passé au conditionnement critique, les déclencheurs d'agression. Il présentait les objets parfumés, émettait des sifflets d'attaque, récompensait les loups pour avoir répondu aux cibles en tissu avec une agression simulée. Graduellement, systématiquement, il leur a appris que les humains portant ces odeurs spécifiques étaient des proies légitimes. Pas tous les humains, juste ceux qui sentaient le pouvoir, l'argent, les maîtres qui volaient les enfants et brisaient les familles et traitaient les gens plus mal que des animaux. Les loups apprenaient la discrimination, apprenaient à distinguer les asservis qui sentaient de la sueur, la peur et le savon de Marseille, des maîtres qui empestaient le cognac et le tabac et les huiles coûteuses. Mathieu les programmait avec une précision qui terrifierait n'importe quel stratège militaire. Il créait des armes intelligentes capables de naviguer dans des situations sociales complexes, d'identifier des cibles spécifiques et d'exécuter des attaques coordonnées avec une efficacité mortelle. Au mois 24, Mathieu avait entraîné avec succès 9 loups à répondre à 23 commandes de sifflets distinctes, pouvait les coordonner en formation complexe et les avait conditionnés à associer des profils d'odeurs spécifiques à des déclencheurs d'agression. Il a testé le conditionnement avec soin, apportait des vêtements dans la forêt, les éparpillait, libérait les commandes d'attaque. Les loups se jetaient sur le mouchoir imprégné de cognac, mais ignoraient le coton simple que Mathieu portait. Discrimination parfaite, conditionnement perfectionné. Ils étaient prêts. Il avait juste besoin du bon moment. Le moment est venu le 28 octobre 1858, lorsque le maître Villefort a annoncé sa célébration annuelle des récoltes. Chaque grand propriétaire foncier dans un rayon de 50 km serait présent. Chaque régisseur de Valombre serait là. Le chasseur d'hommes, Silas Kerouac, l'homme responsable d'avoir traqué plus de fugitifs que quiconque dans la région, l'homme dont les chiens avaient tué au moins 9 évadés, l'homme qui portait les oreilles séchées des fugitifs sur un collier comme trophée, serait l'invité d'honneur. 8 cibles, toutes rassemblées en un seul lieu, toutes vulnérables, méritant tout le jugement que la loi ne rendrait jamais. Mathieu a finalisé son plan avec un soin méticuleux. Le 3 novembre était un mardi, nouvelle lune, lumière naturelle minimale, conditions de chasse parfaites. La célébration commencerait à 19h, durerait jusqu'à minuit ou plus tard. Les hommes boiraient lourdement. Les gardes seraient détendus. Les loups attaqueraient à 21h, 3 heures après le début de la fête, quand tout le monde serait assez ivre pour avoir des réflexes ralentis, mais assez sobre pour vivre pleinement ce qui arrivait. Mathieu se posterait à la lisière du champ où il pourrait voir la grande maison tout en restant invisible.
Il amènerait les loups à moins de 100 mètres de la maison, les maintiendrait en formation d'attaque, attendrait son moment, puis les libérerait avec des sifflets coordonnés qui enverraient 9 loups par plusieurs points d'entrée simultanément. Portes, fenêtres, cheminées, nulle part où courir, nulle part où se cacher. Juste la nature, les dents et les griffes, rendant la justice que Dieu et la loi refusaient. Le plan était parfait. Le timing était parfait. Et le 3 novembre 1858, à exactement 21 ans, Mathieu Lenoir pressa ses doigts sur ses lèvres et déchaîna sa vengeance sur les hommes qui lui avaient tout volé. Le premier sifflet fut 3 rafales courtes, une longue, 2 courtes, formation d'attaque alpha. Les 9 loups se sont divisés en groupes prédéterminés avec la précision de soldats entraînés. Le mâle alpha a pris le flanc gauche avec 2 subordonnés, se dirigeant vers l'entrée de la cuisine où la porte des domestiques serait déverrouillée. La femelle bêta a pris le flanc droit avec 2 jeunes mâles, contournant vers la fenêtre du bureau que Mathieu savait rester ouverte pour la ventilation. Les 4 loups restants tenaient la position centrale avec Mathieu, attendant l'ordre final. À l'intérieur de la grande maison, 8 hommes riaient. Jérôme de Villefort racontait une histoire sur une fugitive qu'il avait capturée le mois dernier, une femme qui avait parcouru 100 kilomètres avant que les chiens de Kerouac ne la rattrapent, décrivant comment elle les avait suppliés de ne pas la ramener, comment elle avait offert des faveurs sexuelles pour sa liberté, comment Kerouac avait accepté les offres, puis l'avait ramenée quand même, car un marché avec un nègre ne vaut pas le souffle pour le dire. Les 8 hommes trouvaient cela hilarant. Le maître Edmond de Cartignac du domaine voisin se tapait la cuisse d'amusement. Le régisseur Lucas Morin remplissait les verres de cognac qui coûtaient plus cher que la ration annuelle d'un asservi. Kerouac lui-même ajoutait une autre oreille à son collier, une fraîche provenant de la femme qui l'avait attrapée, du sang encore séché visible sur le cartilage. C'étaient des hommes qui se considéraient comme civilisés, chrétiens, moraux. Ils allaient à l'église chaque dimanche. Ils citaient les Écritures pour justifier la servitude. Ils croyaient sincèrement être supérieurs aux gens qu'ils torturaient, que Dieu avait ordonné leur dominance, que leur cruauté était en fait une miséricorde comparée à ce que les Noirs se feraient entre eux s'ils n'étaient pas gouvernés. Mathieu a émis le 2e sifflet. 4 notes longues sur une échelle descendante. Identifier les cibles. Les têtes des loups se sont tournées à l'unisson vers la grande maison. Leur sens accru percevait tout ce que Mathieu ne pouvait pas voir. L'odeur du cognac lourde et envahissante, la fumée de tabac s'échappant des cigares coûteux, l'odeur particulière des bottes en cuir européen, le parfum français importé collant à la robe de la maîtresse Constance. Chaque déclencheur d'odeur que Mathieu les avait conditionnés à associer à une proie légitime. Les oreilles du mâle alpha se sont aplaties contre son crâne. Ses lèvres se sont retroussées légèrement, révélant ses crocs, non par peur, mais par anticipation. Il comprenait ce qui arrivait, se souvenait des 30 mois d'entraînement, savait que ces odeurs signifiaient la chasse, la nourriture, que la meute mangerait bien ce soir. La femelle bêta s'est accroupie plus bas, les muscles bandés. Les jeunes loups regardèrent leur chef pour confirmation, la recevaient par un langage corporel trop subtil, pour des yeux humains, et se préparaient. C'était le moment pour lequel ils avaient été entraînés. C'était ce que toutes ces nuits dans les montagnes, tout ce conditionnement, toute cette construction de confiance les avait préparés à exécuter. Ils étaient des armes maintenant, chargées, visées, la sécurité retirée, attendant juste la commande de déclenchement. Mathieu a pensé à ses enfants, Marguerite arrachée de ses bras alors qu'elle hurlait pour son papa. Jean regardant en arrière depuis la charrette avec une confusion qui finirait par se calcifier en traumatisme. Étienne, trop jeune pour comprendre pourquoi sa famille était détruite, mais assez vieux pour savoir que quelque chose de terrible arrivait. Il a pensé à Adélaïde, sa femme, qui avait cessé de parler après qu'ils eurent repris les enfants. Simplement cessé. Elle mangeait quand elle y était forcée, travaillait quand on le lui ordonnait, mais ses yeux étaient morts. Elle regardait Mathieu chaque jour
comme si elle voyait un fantôme, comme si le mari qu'elle avait aimé était mort ce matin d'avril et avait été remplacé par quelque chose portant son visage. Peut-être avait-elle raison, peut-être que le Mathieu qui avait cru en la justice, en la miséricorde, en la possibilité d'une rédemption morale pour les maîtres, peut-être que ce Mathieu était mort. Ce Mathieu, debout dans l'obscurité commandant à des loups de commettre un massacre, était quelque chose de différent. Quelque chose qui avait évolué au-delà de la moralité humaine vers l'instinct de survie pure, habillé de vengeance. Il ne ressentait aucune culpabilité pour ce qu'il allait faire, aucune hésitation, aucun doute. 8 hommes mourraient ce soir, dans la terreur et l'agonie, et Mathieu Lenoir dormirait mieux qu'il ne l'avait fait en 30 mois. Il a émis le 3e sifflet. 2 éclats nets posent, 3 éclats rapides. Exécuté. Les loups ont explosé en mouvement. Le mâle alpha a percuté la porte de la cuisine à pleine vitesse. 70 kilos de muscles et de crocs, fracassant le bois bon marché comme si c'était du papier. Les 2 subordonnés ont suivi instantanément, s'éparpillant à gauche et à droite à l'intérieur de la cuisine, où une cuisinière terrifiée a hurlé et s'est pressée dans un coin. Les loups l'ont ignoré complètement. Elle sentait mauvais, sentait la peur et le savon noir et l'épuisement. Pas la proie, pas la cible. Ils ont bondi devant elle dans le couloir principal, suivant l'odeur du cognac et du tabac vers le salon, où 8 hommes ont soudainement cessé de rire alors que des cris éclataient de plusieurs directions simultanément. La femelle bêta a brisé la fenêtre du bureau, projetant du verre partout, atterrissant à l'intérieur avec 2 jeunes mâles juste derrière elle. Ils ont touché le sol, se sont orientés instantanément, ont chargé vers le salon depuis la direction opposée au groupe du mâle alpha. Mouvement de tenaille, attaque coordonnée à partir de plusieurs vecteurs. La proie n'avait nulle part où fuir. Les 4 loups restants avec Mathieu se sont lancés vers la porte d'entrée, qui était restée ouverte pour la ventilation, se sont engouffrés à l'intérieur comme une mort liquide, s'ajoutant à l'assaut sous un 3e angle. En 5 secondes, 9 loups étaient entrés dans la grande maison par 3 points d'accès différents et convergeaient vers le salon où 8 hommes comprenaient tout juste que quelque chose de très très grave se passait. Jérôme de Villefort s'est levé le premier, laissant tomber son verre de cognac, cherchant le pistolet qu'il gardait à sa ceinture. Trop lent, trop ivre, trop habitué à être le prédateur plutôt que la proie. Le mâle alpha l'a frappé au niveau de la poitrine, avec assez de force pour projeter un homme adulte à travers un mur. Villefort est tombé lourdement, le crâne craquant contre le parquet de chêne, son pistolet glissant au loin, inutile. Les mâchoires du loup se sont refermées sur sa gorge, avant que Villefort ne puisse crier. Une pression colossale, assez pour écraser la trachée, sectionner la carotide, briser les vertèbres. Le mâle alpha a mordu et a secoué la tête de gauche à droite, dans le mouvement de mise à mort que les loups utilisent pour briser le cou des grandes proies. Le corps de Villefort a tressailli 1 fois, 2 fois, puis s'est arrêté. Première cible éliminée. 6 secondes depuis l'entrée. La femelle bêta a pris Edmond de Cartignac, qui reculait vers la fenêtre, hurlant pour une aide qui n'arriverait jamais. Elle était plus rapide que lui, d'une magnitude qui rendait la poursuite presque insultante. Elle l'a frappé par derrière, les mâchoires se refermant sur sa nuque, sectionnant la colonne vertébrale au niveau de la C2. Cartignac est tombé comme une marionnette dont on a coupé les fils, mort avant d'avoir compris ce qui l'avait tué. 2 morts, 10 secondes écoulées. Les jeunes loups mâles se sont jetés sur Lucas Morin, le régisseur, qui manipulait maladroitement un fusil qu'il montrait plus tôt. Ils l'ont frappé sous 3 angles, déchirant les jambes, les bras, le torse. Morin a hurlé, réellement hurlé assez fort pour réveiller Dieu. Il est tombé sous le poids de 3 loups qui n'essayaient pas de le tuer rapidement. Ils le dévoraient vivant, déchirant la chair, brisant les os, l'éventrant avec une efficacité née de la mémoire génétique de la façon dont les loups abattent un élan 3 fois plus grand qu'eux. Les cris de Morin ont duré 40 secondes avant que sa gorge ne se remplisse de sang et qu'il ne se noie dans sa propre hémorragie. 3 morts. 50 secondes depuis l'entrée. Les 5 cibles restantes s'étaient dispersées, l'instinct de survie l'emportant sur la hiérarchie sociale.
C'était maintenant chacun pour soi. Constance de Villefort, la maîtresse, a couru vers l'escalier, pensant que la hauteur la sauverait. 2 loups subordonnés l'ont poursuivie. Elle est arrivée à la 4e marche avant que le loup de tête ne lui saisisse la cheville, la tirant vers le bas. Elle a culbuté en arrière, a frappé le palier lourdement, étourdie. Les loups étaient sur elle instantanément. L'un est allé à la gorge, l'autre à l'abdomen. Ils l'ont tuée en 15 secondes efficacement, sans drame. Passant à la cible suivante immédiatement, 4 morts, 70 secondes. Silas Kerouac, le chasseur d'hommes, l'homme qui portait des oreilles humaines comme trophée, l'homme qui avait tué 9 évadés personnellement, a réussi à atteindre la porte d'entrée, la ouverte, a fait 3 pas sur le perron. Le mâle alpha, ayant déjà fini avec Villefort, l'a rattrapé par derrière, l'a mise au sol, sur les planches de bois du perron où les voisins pourraient entendre, pourraient voir, pourraient témoigner. Le mâle alpha voulait des témoins, voulait que les gens voient cela, voulait que les blancs comprennent que des prédateurs existaient aussi pour eux. Kerouac s'est battu, a sorti un couteau, a réussi à poignarder le mâle alpha à l'épaule. Le loup n'a même pas ralenti, a simplement mordu le poignet de Kerouac, sectionnant la main complètement, puis a refermé ses mâchoires autour du crâne. Le crâne de Kerouac a craqué comme un œuf. Le mâle alpha a mordu plus fort, écrasant l'os frontal, détruisant le cerveau. Kerouac est mort avec son collier de trophée toujours autour du cou, les oreilles de ses victimes pendant contre sa poitrine. Ironie finale, visible pour quiconque trouverait le corps. 5 morts, 110 secondes. Les 3 hommes restants, 2 régisseurs nommés Paulin et Drummond et un propriétaire en visite nommé Thaddée Mercier, se sont barricadés dans le bureau, ont claqué la porte, ont poussé un bureau contre elle, se sont armés de coupe-papier et d'une épée décorative au mur, pensaient être en sécurité, pensaient que les loups ne pouvaient pas ouvrir les portes. Ils avaient tort sur les 2 points. Mathieu a émis le 4e sifflet. 5 éclats courts, échelle ascendante, assaut soutenu. Les 9 loups se sont regroupés devant la porte du bureau, n'ont pas essayé de l'ouvrir, ont simplement frappé à plusieurs reprises avec un poids combiné dépassant les 500 kilos et une coordination qui en faisait un bélier efficace. La porte a volé en éclats après 8 coups. Le bureau derrière a glissé en arrière. Les loups se sont engouffrés par l'ouverture comme l'eau par un barrage rompu. Les 3 hommes se sont battus, réellement battus avec tout ce qu'ils avaient. Pauline a balancé l'épée décorative, a réussi à blesser un jeune mâle au flanc. Ça n'a pas compté. 3 autres loups l'ont frappé simultanément, l'ont traîné au sol, l'ont tué en 20 secondes. 6 morts. Drummond a utilisé le coupe-papier, a frappé aux yeux, a réussi à aveugler l'œil gauche d'un loup. Ce loup a reculé, mais 4 autres l'ont remplacé, ont entouré Drummond, ont attaqué de tous les côtés à la fois. Il est mort, en hurlant des prières à un Dieu qui n'avait jamais protégé les gens qu'il torturait. 7 morts. Thaddée Mercier a duré le plus longtemps. C'était un homme imposant, fort, ancien soldat qui avait combattu en Afrique. Il savait comment tuer, connaissait l'anatomie, savait où frapper. Il a blessé 3 loups avec le second coupe-papier avant qu'il ne le submerge par le pur nombre. 6 loups attaquant un seul homme. Il n'avait aucune chance. Ils l'ont mis en pièces. Littéralement mis en pièces. Les bras séparés du torse, les jambes détruites, l'abdomen ouvert. Quand ils ont finalement reculé, Thaddée Mercier ressemblait plus à de la viande de boucherie qu'à un être humain. 8 morts. 3 minutes au total depuis l'entrée du premier loup dans la maison jusqu'à la neutralisation de la dernière cible. Mathieu se tenait à la lisière du champ de tabac et regardait la fumée s'échapper de la cheminée de la grande maison, entendait l'absence soudaine de cris. Savait que c'était fini. Il a émis le 5e sifflet, 3 notes longues, pause, 2 courtes, retraite. Les loups sont sortis par diverses issues, portes, fenêtres, l'entrée en ruine du bureau et se sont regroupés sur la pelouse avant. Ils étaient couverts de sang, haletants, exaltés. Le mâle alpha avait le collier d'oreille de Kerouac pris dans ses mâchoires, le mâchouillait distraitement. La femelle bêta avait de la chair pendante à son museau. Les jeunes loups vérifiaient les blessures des uns et des autres, léchant les plaies, réaffirmant les liens de la meute par le contact physique. Ils avaient exécuté parfaitement,
Éliminer 8 cibles en moins de 4 minutes, avec seulement des blessures mineures pour eux-mêmes. Le loup partiellement aveuglé s'en remettrait. Le loup poignardé saignait mais pouvait marcher. Ils avaient agi sans faille. Mathieu a émis le 6e sifflet, une seule note longue descendant vers le silence. Retournés à la maison, les 9 loups se sont tournés comme un seul et ont bondi dans l'obscurité, se fondant dans la forêt, disparus aussi complètement que s'ils n'avaient jamais existé. En 2 minutes, aucune preuve ne restait, sauf le carnage à l'intérieur de la maison et des empreintes de pattes sanglantes menant vers les montagnes. Des empreintes qui troubleraient les enquêteurs, qui mèneraient les équipes de traque dans un terrain où les loups avaient tous les avantages. Qui aboutirait finalement à rien parce qu'on ne peut pas arrêter les loups et on ne peut pas poursuivre la nature. Mathieu a attendu 30 secondes, écoutant. Aucun son provenant de l'intérieur de la grande maison, à part le bois qui travaillait et le sang qui goûtait. Pas de cris, pas de mouvement, pas de survivants. 8 cibles confirmées éliminées. Il s'était promis ce moment pendant 30 mois. L'avait imaginé d'innombrables fois. Pensait qu'il ressentirait de la satisfaction, du soulagement, une justification. Au lieu de cela, il se sentait vide. Le trou où se trouvaient ses enfants restait tout aussi douloureux. La vengeance ne l'avait pas comblé, ne l'avait même pas touché. La justice n'était pas une guérison. La justice, c'était juste des cadavres. Mais peut-être était-ce là le but, peut-être que la guérison n'était pas possible. Peut-être que le mieux que l'on puisse faire était de s'assurer que les gens qui vous ont brisé ne puissent pas continuer à vivre confortablement pendant que vous souffriez. Peut-être que c'était assez, il le faudrait. Mathieu s'est tourné et a marché vers les cabanes. Derrière lui, quelque part dans la nuit, un loup a hurlé, longuement et lugubrement. Chant de triomphe ou oraison funèbre? Impossible à dire. Peut-être les deux. Peut-être qu'il n'y a pas de différence quand la survie exige de devenir le monstre qu'il vous accusait d'être. Les corps ont été découverts à l'aube par une domestique nommée Patience, qui était venue préparer le petit déjeuner. Ces cris ont réveillé tout le domaine. En 1 heure, 50 hommes blancs s'étaient rassemblés, armés, paniqués. Ils ont trouvé 8 cadavres dans divers états de démembrement. On trouvé des marques de griffes, des blessures par morsure, la signature distinctive des attaques de loups. On trouvait des empreintes de pattes sanglantes menant vers les bois. N'ont trouvé aucun témoin survivant. N'ont trouvé aucun asservi nulle part, près de la Seine. Tous avaient été dans les quartiers. Plusieurs témoins l'ont confirmé. N'ont trouvé aucune preuve d'implication humaine. Juste des loups, des animaux sauvages, des actes de Dieu. Le commissaire est arrivé à midi. Auguste Péton, un homme dur qui avait traqué des meurtriers et des hors-la-loi toute sa carrière. Il a examiné la scène professionnellement, a noté la coordination de l'attaque, a noté que les loups étaient entrés par plusieurs points d'accès simultanément, a noté qu'ils avaient fait une discrimination entre les cibles, tuant seulement les 8 hommes dans le salon, ignorant les domestiques qui avaient été présents dans la cuisine et les pièces voisines. A noté tout cela et est arrivé à la seule conclusion logique, des animaux dressés. Quelqu'un avait dressé des loups pour commettre un meurtre, quelqu'un avec une compétence et une patience extraordinaires, quelqu'un avec un motif, quelqu'un qui avait attendu des années le bon moment. Péton a convoqué Mathieu pour un interrogatoire dans les 3 heures. « Tu sais quelque chose sur les loups, mon garçon ?» a demandé Péton. Ils étaient dans les quartiers, loin des autres hommes blancs. Péton était plus malin que la plupart, savait que Mathieu n'avouerait jamais rien devant la foule, pourrait faire une erreur dans une conversation privée. Mathieu l'a regardé avec des yeux qui en avaient trop vu. « Je connais les loups, monsieur. J'ai grandi dans les montagnes avant d'être amené ici. » Réponse honnête, stratégiquement honnête. Donnez-leur une vérité qui n'incrimine pas. Tu sais comment les dresser. Mathieu a hésité, calculé. Mon grand-père m'a appris des choses sur les animaux, monsieur. La sagesse des anciens, comment lire leurs signes, comment se déplacer sur leur territoire sans menace. Rien sur leur dressage, cependant. Les loups sont sauvages, ne peuvent pas être dressés comme des chiens. Vérité partielle, les loups ne pouvaient pas être dressés comme des chiens, ils pouvaient être des partenaires, une distinction différente. Les blancs ne comprendraient pas la nuance.
Où étais-tu hier soir entre 20h et 22h? Dans les quartiers, monsieur. J'ai pris le repas du soir avec ma femme Adélaïde, puis j'ai dormi. Elle peut confirmer. Adélaïde confirmerait. Elle n'avait pas parlé depuis 30 mois. Mais elle hocherait la tête si on lui demandait si Mathieu était présent hier soir. Elle mentirait parfaitement parce qu'elle comprenait que si Mathieu survivait, elle survivait. Tu as une raison de vouloir la mort du maître Villefort? Question directe. Question dangereuse. Mathieu a croisé le regard de Péton. Le maître Villefort a vendu mes enfants, monsieur. Marguerite, Jean, Étienne, je ne les ai pas vus depuis 30 mois. Ça fait mal, ça fait terriblement mal. Mais tuer le maître Villefort ne les ramènerait pas. Ne changerait rien. J'ai appris à me soumettre, appris à accepter la volonté de Dieu. Le mensonge coulait facilement sur sa langue. Il l'avait pratiqué pendant des mois, s'attendait à cette conversation exacte, préparait des réponses pour chaque question qu'il pourrait poser. Péton l'a étudié. Long silence. Mathieu a gardé son expression neutre, vaincu, brisé, tout ce que les Blancs attendaient des asservis. À l'intérieur, son esprit calculait les trajectoires, planifiait les contingences, se préparait à la possibilité que Péton ne le croie pas, et Mathieu devrait s'enfuir ce soir, se diriger vers les montagnes, vivre avec ses loups, abandonner toute chance de retrouver ses enfants. Finalement, Péton a parlé. « Je pense que tu l'as fait, je pense que tu as dressé ces loups et que tu les as envoyés tuer Villefort et tous les autres. Je pense que tu es le nègre le plus intelligent que j'ai jamais rencontré et l'homme le plus dangereux du Périgord. Mais je ne peux pas le prouver. Je ne peux rien prouver. Tu as un alibi parfait, tu as des témoins. Tu n'as aucune preuve physique te liant à la scène. Et même si je t'arrêtais, que je t'emmenais au procès, je devrais expliquer à un jury comment un esclave a appris à dresser des loups sauvages pour commettre un massacre coordonné. Il me rirait au nez. Tu as planifié cela parfaitement, attendu des années, exécuté sans faille, et tu vas t'en sortir. Mathieu n'a rien dit, a laissé le silence s'étirer. Péton a continué. Alors voici ce qui se passe. Le maître Villefort est mort. Sa femme est morte. Ses régisseurs sont morts. Ce domaine a besoin d'un nouveau propriétaire. L'État va le saisir, le vendre aux enchères. Tu seras vendu aussi, probablement à quelqu'un dans un autre département. Peut-être une autre région. Tu ne reverras jamais la Dordogne. Tu n'auras jamais l'occasion de dresser des loups à nouveau. Mais tu vivras. C'est le marché. Tu échappes aux accusations de meurtre. Je m'en vais en sachant que je n'ai pas pu t'attraper. Et chaque propriétaire de ce pays dormira plus mal, sachant que quelque part, il y a un homme assez intelligent pour transformer la nature elle-même en arme. Il s'est levé pour partir, s'est arrêté à la porte. Est-ce qu'ils ont souffert, Villefort et les autres? Mathieu a croisé ses yeux une dernière fois. Je n'en saurais rien, monsieur, je n'y étais pas. Péton a souri, d'un air sombre et respectueux. Tu es un sacré menteur, mais tu es un brillant menteur. Ça me rendrait presque fier. Presque. Il est parti. Mathieu est resté seul dans les quartiers, tremblant non pas de peur, mais de soulagement que sa performance ait fonctionné. L'alibi a tenu, l'histoire a tenu. Et dans les 3 semaines, lorsque l'État a vendu le domaine de Valombre, Mathieu Lenoir a été acheté par une famille de Quakers de Nantes qui était venue dans le sud à la recherche de travailleurs qualifiés pour les employer comme main-d'œuvre rémunérée. C'étaient des abolitionnistes déguisés en acheteurs. Ils ont acheté Mathieu, l'ont transporté vers le nord, l'ont libéré dès qu'ils ont atteint un sol sûr, l'ont employé à un salaire équitable dans leur moulin. Mathieu y a travaillé 7 ans, a économisé de l'argent, a appris à lire, a appris à écrire, a contacté les réseaux abolitionnistes, a dépensé chaque ressource pour essayer de localiser Marguerite, Jean et Étienne. Il a trouvé Marguerite en 1862. Elle avait été vendue 3 fois de plus, avait fini à Bordeaux, travaillant comme domestique pour une famille de marchands. 13 ans depuis qu'il l'avait vue. Elle était devenue une femme, 25 ans, ne l'a pas reconnue au début. Ils se sont réunis dans les larmes. Il a arrangé son achat par le réseau Quaker, l'a libéré, l'a emmené au nord, n'a jamais trouvé de Jean, a suivi sa trace à travers 3 ventes, a perdu sa piste vers le sud en 1858.
soit mort, soit vendu plus loin, soit évadé. Mathieu n'a jamais su. Le fait de ne pas savoir était presque pire qu'une mort confirmée. Étienne, ils l'ont trouvé en 1864 pendant les troubles. Il avait été réquisitionné pour des travaux de fortification en Touraine quand les troupes républicaines ont envahi la position, a été libéré, est venu au nord comme réfugié. Mathieu l'a revu pour la première fois en 8 ans. Étienne avait 14 ans, était marqué physiquement et psychologiquement, parlait rarement, ne faisait confiance à personne, mais il était vivant. 2 sur 3, mieux que ce que Mathieu avait le droit d'espérer. Les loups ont disparu dans la légende. Pendant des décennies après, les propriétaires de la région ont signalé de mystérieuses attaques de loups. Des régisseurs trouvés morts dans les champs, déchirés par des animaux qui ne laissaient aucune trace, des chasseurs d'hommes pris en embuscade sur les routes, tués par des meutes de loups coordonnées qui apparaissaient de nulle part et disparaissaient complètement. Les maîtres qui séparaient les familles ou commettaient des cruautés spécifiques découvraient du bétail massacré et occasionnellement des régisseurs massacrés. Le motif était trop cohérent pour être une coïncidence. Quelqu'un était toujours là-bas, quelqu'un qui commandait aux loups. Peut-être que Mathieu en avait formé d'autres avant de partir. Peut-être que les 9 loups originaux s'étaient reproduits, avaient transmis le conditionnement à leur progéniture. Peut-être que tout cela n'était que de la guerre psychologique, des légendes grandissant au fil des récits jusqu'à ce que chaque attaque de loup devienne la vengeance de Mathieu le Noir. Quelle que soit la vérité, la légende a servi son but. Les propriétaires du Périgord sont devenus paranoïaques, ont augmenté la sécurité, dormaient plus mal. Certains ont vendu leur domaine et ont déménagé dans des villes où les loups ne chassaient pas. La peur était le but. Le message était le but. Et le message était clair. Nous pouvons frapper en retour. Nous avons des alliés que vous ne comprenez pas. Nous ne sommes pas impuissants. Touchez à nos familles et la nature elle-même vous jugera. Mathieu le Noir est mort en 1893 dans le nord de la France, à l'âge de 71 ans. Entouré de Marguerite et d'Étienne et de petits-enfants qui connaissaient son histoire. Ses derniers mots auraient été « Dites-leur pour les loups. Dites-leur que nous avions des dents. » Que j'ai eu. Son obituaire dans les journaux abolitionnistes le décrivait comme un héros de la libération. N'a jamais mentionné le domaine de Valombre, n'a jamais mentionné le 3 novembre 1858. Mais les gens qui savaient, et ils se sont assurés que ces petits-enfants sachent, se sont assurés que l'histoire passe de génération en génération. Se sont assurés que quelque part dans la mémoire française, même si l'histoire officielle l'effaçait, les gens se souviennent de l'homme asservi qui a appris aux loups à chasser les maîtres, qui a transformé la nature en arme, qui a prouvé que la résistance prend de nombreuses formes et que certaines de ces formes ont des crocs. Les loups du Périgord existent toujours, la population est saine. Occasionnellement, des chasseurs rapportent des observations de loups qui ne se comportent pas naturellement, des loups qui ignorent les cerfs mais traquent l'odeur humaine, des loups qui semblent distinguer différents humains, s'approchant des uns et évitant les autres, des loups qui répondent à des motifs de sifflet que les chasseurs ne peuvent décoder. Les gardes forestiers rejettent ces rapports comme des contes à dormir debout. Mais les familles locales, dont les ancêtres ont vécu dans la région, savent qu'il en est autrement, savent que certaines choses ne meurent pas. Certains conditionnements persistent. Certaines alliances durent plus longtemps que les individus qui les forgent. Et certaines nuits, quand la lune est noire et que le vent porte le son depuis les collines, les gens jurent entendre des sifflements, des motifs complexes. 3 courts, 1 long, 2 courts, 4 longs, descendants, 5 courts, ascendants. Le langage que Mathieu le Noir a enseigné, les commandes qui ont transformé la nature en justice, et parfois, très rarement, des maisons de maîtres qui ont été construites sur des terres volées avec du travail volé, des maisons qui se dressent encore comme des monuments à l'horreur. Ces maisons brûlent,
Aucun accélérant trouvé, aucune trace humaine, juste des empreintes de loup dans la cendre, juste l'odeur du cognac et du tabac et du cuir coûteux réduit en carbone. Juste la nature, reprenant ce que la civilisation a volé. Cette histoire viole chaque récit confortable sur l'oppression. Les bons asservis qui se sont soumis jusqu'à être libérés par des blancs bienveillants. Les résistants violents qui ont échoué parce qu'ils manquaient de sophistication. La dichotomie simple des maîtres monstres contre les asservis saints. Mathieu le Noir n'était ni monstre ni saint. Il était humain. Poussé au-delà de l'endurance, forcé de choisir entre la soumission qui tuait son âme ou la résistance qui tuait ses ennemis. Il a choisi la résistance, l'a choisi avec une intelligence et une patience qui impressionneraient les stratèges militaires, l'a exécuté avec une précision qui n'a laissé aucune preuve et s'est éloigné libre pendant que ses oppresseurs nourrissaient les corbeaux. Cette réalité terrifie les gens parce qu'elle détruit le mythe confortable que les opprimés étaient impuissants, que la résistance était futile, que le système était imbattable, jusqu'à ce que les abolitionnistes interviennent. Mathieu le Noir a battu le système, l'a battu en utilisant des connaissances que son grand-père lui avait apprises, des compétences qu'il avait développées sur 30 mois, et un partenariat avec des animaux que les suprémacistes n'avaient jamais imaginé possible. Il a prouvé que l'intelligence, la patience et la compréhension de la nature étaient des armes plus puissantes que les fouets ou les chaînes ou les lois. Les livres d'histoire ne vous diront pas cette histoire, trop compliquée, trop inconfortable, trop dommageable pour les récits qui dépeignent la servitude comme un système vaincu par la persuasion morale plutôt que par la terreur qui faisait craindre aux maîtres pour leur vie. Mais l'histoire existe, transmise de génération en génération, racontée à voix basse sur le canal Les Voix de l'Oubli, préservée dans la tradition orale. Et que chaque détail soit factuel ou que certains aspects aient grandi dans le récit, la vérité centrale demeure. La résistance a toujours existé, a pris des formes que les oppresseurs n'ont jamais anticipées, a réussi d'une manière que l'histoire officielle refuse de reconnaître. Mathieu le Noir a entraîné 9 loups pour tuer 8 maîtres. Cela est arrivé. Le massacre du domaine de Valombre est arrivé. Le 3 novembre 1858 est arrivé. L'homme est reparti libre. Les loups ont disparu dans les montagnes. Le message s'est répandu et les propriétaires du Périgord ont dormi plus mal pour le reste de leur vie, se demandant si ce son dehors était le vent ou un sifflet, si ces ombres étaient des arbres ou des loups, si cette personne asservie en qui ils avaient confiance absolument pourrait être l'élève de Mathieu le Noir, pourrait avoir des alliés attendant dans l'obscurité, pourrait être assez patiente pour attendre des années le moment parfait pour frapper. Cette peur était la justice, une justice imparfaite, une justice sanglante, mais une justice néanmoins quand la loi n'en offrait aucune. Souvenez-vous de Mathieu le Noir. Souvenez-vous que la résistance a toujours existé sous des formes à la fois visibles et invisibles. Souvenez-vous que les alliances entre les humains et la nature précèdent la civilisation et persistent malgré les tentatives de les effacer. Souvenez-vous que l'intelligence et la patience défont la force brute plus souvent que l'histoire ne l'admet. Souvenez-vous que chaque système bâti sur la cruauté finit par produire ses propres destructeurs. Souvenez-vous que lorsque vous volez les enfants de quelqu'un, quand vous les torturez au-delà de l'endurance, quand vous supposez qu'ils sont trop brisés pour se battre, vous pourriez être en train de créer la seule personne assez patiente pour attendre 30 mois et assez intelligente pour apprendre au loup à vous chasser. Souvenez-vous que la nature ne reconnaît pas les hiérarchies humaines, ne se soucie pas de la propriété légale, n'accepte pas les arguments sur la supériorité raciale. Pour la nature, nous sommes tous juste des animaux. Et pour les loups, la différence entre maître et asservi est hors de propos. Ils ne comprennent que la menace et l'absence de menace, la proie et la non-proie. Mathieu le Noir leur a appris que les maîtres étaient des proies. Et pour une nuit en Dordogne, 9 loups ont été d'accord. Le combat continue. Différents champs de bataille, différentes armes, même lutte.
Les chaînes ont un aspect différent, mais elles lient toujours. Les fouets ont un aspect différent, mais ils coupent toujours. Et quelque part en France, en ce moment, quelqu'un apprend, quelqu'un observe, quelqu'un attend avec une patience qui rendrait Mathieu Lenoir fier. Avec une intelligence qui terrifie ceux qui bénéficient de l'injustice, avec des alliances qui existent en dehors des systèmes officiels de pouvoir. Ils n'ont peut-être pas de loup, ils ont peut-être quelque chose d'autre, quelque chose d'aussi inattendu, quelque chose qui nous rappelle que la résistance est le battement de cœur de l'humanité. Et ce battement de cœur ne s'arrête jamais, ne s'arrête jamais, ne s'arrêtera jamais. Tant que l'oppression existe, la résistance existera sous des formes qui surprennent, dans des moments qui choquent, avec des armes qui ne devraient pas fonctionner mais qui fonctionnent. Souvenez-vous de Mathieu Lenoir. Souvenez-vous des loups. Souvenez-vous que le combat continue et que ceux qui nous ont précédés, qui sont morts pour la liberté que nous revendiquons maintenant, n'attendraient rien de moins de notre part que de continuer à nous battre avec tous les outils que nous avons, avec tous les alliés que nous pouvons trouver, avec toute la patience qu'il faut, jusqu'à ce que les chaînes se brisent complètement, jusqu'à ce que le système tombe, jusqu'à ce que la justice soit réelle plutôt que théorique, jusqu'à ce que chaque enfant puisse grandir avec des parents qui ne sont pas des propriétés, dans un monde qui n'attribue pas de valeur aux êtres humains, sous des lois qui protègent plutôt qu'elles n'oppriment. C'était le rêve de Mathieu Lenoir. C'est toujours le rêve. Et nous nous battons toujours pour lui, toujours en attendant le moment, toujours en enseignant à nos loups, toujours prêts à les libérer quand la justice l'exige. Dites son nom, Mathieu Lenoir. Dites-le fort. Dites-le fièrement. Dites-le jusqu'à ce que tout le monde sache. Dites-le jusqu'à ce que les livres d'histoire ne puissent plus l'ignorer. Dites-le jusqu'à ce que les enfants apprennent l'existence de l'homme qui a commandé au loup et s'est libéré lui-même, et a rappelé à la suprématie que la nature ne suit pas leurs règles. Dites-le jusqu'à ce que la mémoire vive éternellement, parce que c'est ainsi que nous honorons ceux qui ont combattu avant. C'est ainsi que nous gardons leurs esprits vivants. C'est ainsi que nous continuons leur travail. Nous disons leurs noms, nous racontons leurs histoires sur les voies de l'oubli. Nous refusons de les laisser s'effacer. Mathieu Lenoir, le chef de meute de la Dordogne, l'homme qui a appris aux prédateurs à chasser les prédateurs, le père qui a tout perdu et est devenu quelque chose qui a fait craindre la nuit aux démons. Souvenez-vous de lui, souvenez-vous de ce qu'il a fait, souvenez-vous de ce qu'il a enseigné. Souvenez-vous que lorsqu'il vole tout, quand il vous brise au-delà de toute réparation, quand il suppose que vous êtes vaincu, c'est là que vous devenez le plus dangereux. C'est là que vous trouvez des alliés qu'il n'aurait jamais imaginés. C'est là que la patience devient une arme, et que l'intelligence devient vengeance, et que la nature devient justice. Souvenez-vous, et agissez en conséquence.